12-12 Game Changer. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Je suis un passionné d'intelligence artificielle. Alors, pas techniquement, parce que dès que je vois une ligne de code, je bug, mais parce que je trouve ce truc absolument délirant. Alors, quand notre invité a accepté d'échanger avec moi la première fois, là, je me suis dit que j'allais entrer dans le dur. Et pour cause, écoutez bien, en octobre 2022, il publie sa thèse « Éthique de l'intelligence artificielle, pratique et enjeux ». Et avec ça, il obtient 2 prix de la meilleure thèse en sciences de gestion. Il est PhD, professeur à Dauphine et à la Sorbonne, adore la philosophie et est à la tête d'une entreprise quasi unique en son genre puisque son truc c'est de détecter les vulnérabilités dans les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, accrochez-vous les amis car là, nous avons trouvé l'homme qui va répondre à la question que tout le monde se pose. Le prix du meilleur entrepreneur 2024 sera-t-il attribué à une IA ? Jean-Marie John Matthews, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors quand on est un entrepreneur aujourd'hui en 2023 en pleine expansion de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour intégrer l'intelligence artificielle dans son entreprise ? Alors de notre côté, chez Giscard, parce que nous on a monté une boîte qui travaille dans le secteur de l'intelligence artificielle, donc on ne vend pas de l'IA, mais nos clients en fait utilisent de l'IA. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? C'est évidemment les données, puisqu'en fait, quand on fait de l'intelligence artificielle, on a besoin de données pour entraîner ces modèles déjà. Et aussi, aujourd'hui, quand on utilise de l'IA génératif, comme ChatGPT par exemple, on a besoin de données pour le rentrer dans ce qu'on appelle le prompt, en fait. Donc, c'est le moment où vous allez écrire, vous allez poser une question à ChatGPT, vous avez besoin de l'enrichir avec des données pour qu'il soit meilleur. Donc, on a besoin de données. Je pense que c'est le premier, la data, c'est le premier ingrédient. Oui, voilà, c'est ça, la ressource numéro 1. Oui. Ok, très bien. Et au-delà de ça, comment on peut aussi apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, sachant que le train est déjà en marche, quand on démarre de zéro ? Alors, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre l'intelligence artificielle pour utiliser l'intelligence artificielle. Enfin, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on utilise dans le micro-ondes. Personne ne sait exactement comment ça marche, mais voilà, on peut l'utiliser. Et alors, c'était le cas avant. Par exemple, si vous m'avez posé la même question il y a 5 ans, peut-être 6 ans, j'aurais dit, bon, il y a du travail, il faut faire des études dans le domaine, en mathématiques appliquées, ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense, avec les outils qu'il y a actuellement, n'importe quel développeur arrive dès la première année d'études à utiliser l'intelligence artificielle de manière assez poussée. D'accord. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Ouais, d'ailleurs, là, quand on a discuté ensemble, on a fait une visio tous les deux. En fait, je vais raconter l'histoire. On s'est connectés sur LinkedIn, on a fait une visio tous les deux. Et moi, alors à la suite de cette conversation, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas du tout vu arriver. Tu m'as dit, à horizon, alors 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est toujours difficile de donner des horizons. Tout le monde, en fait, sera en mesure d'articuler sa vie autour d'intelligence artificielle, autour d'aide à la décision. Oui, alors ça, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. À la base, l'intelligence artificielle, c'était beaucoup utilisé par des entreprises, souvent des grands groupes, en fait. Des grands groupes, comme on peut le voir dans le retail, dans la mode, dans le marketing, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée de ChatGPT, tout le monde peut l'utiliser chez lui pour faire des choses très basiques. Et là, en fait, on arrive de plus en plus à utiliser l'IA sans avoir beaucoup de données, ce que je vous disais, le premier ingrédient. Parce que les IA sont de plus en plus fortes et on arrive à tirer de la valeur des IA sans donner beaucoup de données. Donc, effectivement, on arrive à cette possibilité-là. Et je pense que je vous avais donné un exemple qui était, supposons que vous avez une tâche à faire un peu rébarbative où vous arrivez à dire, cette tâche se décompose en sous-tâches. Typiquement, votre toit fuit, vous avez besoin d'un couvreur. En fait, pour ce genre de tâche, vous avez besoin de faire un certain nombre de choses, téléphoner à un certain nombre de couvreurs dans votre région, ensuite demander un devis. Une fois que le devis fait, le comparer, le devis, ensuite, ainsi de suite. Donc, en fait, on a un certain nombre de choses à faire et ces tâches-là, c'est faisable par l'IA, en fait. Et est-ce que le risque, parce que votre thèse c'est autour de l'éthique, oui. Est-ce que le risque c'est pas que nous perdions nos capacités, j'allais dire humaines, à partir du moment où je reprends toujours cet exemple, c'est un peu comme le GPS où au fond on a perdu notre sens de l'orientation. Il y a personne aujourd'hui qui s'amuse à aller d'un endroit d'un point A à un point B sans GPS. Du coup, si on n'a plus ça, on est un peu perdu. Est-ce que l'IA, le risque, c'est pas ça, c'est qu'on se retrouve en fait perdu sans aide à la décision. Alors, c'est sûr, effectivement, qu'il y a certaines tâches qu'on va moins bien faire,
Et est-ce que c'est souhaitable? Moi, je pense que quelquefois, oui. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de mes parents. Mes parents n'avaient pas de calculatrice quand ils ont appris les maths. Donc, eux, par exemple, savaient multiplier des tables de... Enfin, la table de 12, ouais, la table de 13, mental, la table de 14. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est si utile de ça de connaître la table de 13? Pas trop, en fait. Donc, je pense qu'il y a certaines compétences qu'on va certainement perdre, mais évidemment, il y a des compétences qu'on va gagner, notamment parce qu'on sera plus productif sur certains points de vue. Et ça, c'est voilà, il faut vraiment contrebalancer le pour et le contre. Moi, je pense qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas si utiles que ça. Typiquement, comparer des devis. Bon, voilà. On va se concentrer en fait sur les compétences qui sont vraiment à haute valeur ajoutée, oui, c'est ça. Et où là, l'humain a toute son importance, quoi. Exactement, oui. Et là, évidemment, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui bouleverse un peu les usages, ben, on a de nouvelles compétences qui vont arriver en même temps. Et va falloir les définir, va falloir aussi permettre à des personnes, des jeunes, de pouvoir se former sur ces nouvelles compétences. Donc voilà ce qui arrive. Ouais. Pourquoi avoir appelé votre société Giscard? Est-ce que c'est en hommage à un ex-président de la République ou alors, on me pose souvent cette question. C'est vrai qu'en France, Giscard est très connoté avec cet ancien président. En fait, non, c'est une référence à un robot dans les romans d'Asimov de science-fiction qui a en fait inventé la loi zéro de la robotique, qui est les robots ne doivent pas porter atteinte à l'humanité. Donc voilà. D'accord. Et donc, c'est un peu d'ailleurs le concept de votre entreprise, aller chercher les vulnérabilités. C'est ça. Donc il y a du risque dans l'IA. Alors vous allez me répondre comme partout. Mais est-ce qu'il y a plus de risques dans l'IA qu'ailleurs? Alors, le problème de l'IA, de manière générale, c'est que ça amplifie des biais déjà existants dans les données actuelles, mais sauf que ça va vraiment les amplifier. Alors, les choses très connues qu'on connaît bien, c'est par exemple les discriminations. Si vous laissez une IA choisir, par exemple, entre une personne qui postule avec un CV et une autre personne, si les données qu'elle va utiliser, l'IA, c'est en fait des sélections passées. Et si ces sélections passées portent des biais, alors l'IA va simplement les renforcer. Donc cette manière de voir, on peut vraiment l'extrapoler sur tout, en fait. C'est une manière d'amplifier des choses déjà existantes, et évidemment, nos données sont biaisées. Donc c'est le problème numéro 1. Et donc d'aller vers une espèce de pensée unique aussi, non? Assez homogène. Alors là aussi, c'est assez intéressant. Alors, il y a des études qui ont montré que au final, est-ce que les outils de ce type-là, comme l'IA, homogénéisent la pensée ou homogénéisent nos choix? Par exemple, quand vous allez écouter des musiques, est-ce que vous allez vous restreindre sur un seul champ de musique, ou est-ce que c'est le contraire? Parce que aussi, avec des IA, vous voyez par exemple sur YouTube, vous pouvez aussi découvrir de nouvelles choses. Et au final, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont justement tirer profit en fait de ces IA pour découvrir de nouvelles choses, et puis au final il y a aussi des personnes qui vont juste s'enfermer, être très passifs vis-à-vis des systèmes de recommandation, et au final s'enfermer dans quelque chose, et là ça crée des problèmes. Donc on connaît les chambres d'écho ou les bulles filtrantes. En fait, c'est toutes ces choses qui font qu'on s'enferme dans un contenu très très précis, et qu'utilisent par exemple tous les processus de radicalisation où justement on finit par regarder le même contenu et on se radicalise. D'accord. Donc ça veut dire que demain, une entreprise, elle aura une priorité importante à mettre sur la cybersécurité, mais aussi sur la sécurité des IA autour d'elle? Oui, alors c'est vraiment une bonne analogie de voir la cybersécurité et les risques de l'IA un peu de la même manière, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Oui, il faut mettre en place déjà des outils techniques, de systèmes d'information pour pouvoir gérer les risques, pour pouvoir scanner les risques, pour pouvoir tester, pour pouvoir inspecter, ainsi de suite. Et puis ensuite, mettre en place des certificats, des labels, être aussi tout simplement conforme à la loi, puisqu'on sait qu'il y a une loi qui va passer dans 2 ans sur l'intelligence artificielle, et il va falloir être conforme. Beaucoup de gens sont comment dire, presque apeurés le terme apeuré, peut-être pas le bon, mais en tout cas un peu paralysé par l'IA. Beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'au fond, si ils parlent pas IA, s'ils comprennent pas l'IA, s'ils n'utilisent pas l'IA, ils sont un peu has-been. Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre l'IA? Est-ce qu'on a vraiment besoin de rentrer dans le dur? Ou est-ce qu'au fond, c'est juste un outil qui va s'imposer de nous-mêmes avec une facilité déconcertante? Moi, je pense que le coût d'entrée de l'IA va vraiment s'atténuer. J'en suis assez persuadé. Et par exemple, nous, dans notre équipe, chez Giscard, on a des développeurs qui travaillent avec l'IA tous les jours. Et ces personnes-là, je me rends compte au bout d'un certain moment qu'ils commencent à avoir une intuition pour
travailler avec les IA, parce qu'en fait, au final, on peut le voir un peu comme, plus ou moins comme un animal. Au fur et à mesure, on commence à l'apprivoiser, et puis au fur et à mesure, on commence à avoir des intuitions sur comment il va répondre. Du coup, on ajuste nos comportements. Et je pense que c'est de la pratique. L'IA est déjà présente partout, dans plein de domaines. Oui, dans beaucoup de domaines, marketing. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, donc si vous êtes entrepreneur, je pense que c'est vraiment présent partout. Dans la vente, je ne sais pas si vous voulez écrire des mails de démarchage, vous pouvez vraiment bien utiliser l'IA. Dans le marketing, évidemment aussi. Mais justement, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont peur de l'IA. Mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, qui fantasment un peu l'IA, qui se disent l'IA est arrivée et maintenant, demain, je vais avoir 40 business qui vont tourner tout seuls et qui vont me ramener des revenus passifs dans tous les sens. Est-ce que c'est une réalité ou un fantasme? C'est vraiment un fantasme d'imaginer ça. Je pense que l'IA, ça peut être, en tout cas à l'état actuel, et je pense qu'encore on a plusieurs années pour ça, c'est vraiment une aide à la productivité, en fait. C'est vraiment ça. Sur tous les streams d'un entrepreneur, la vente, le marketing, même la finance, plein de choses où vous avez besoin en fait de générer du contenu, générer des mails, générer pas mal de choses. Donc ça c'est oui, mais après est-ce que ça peut vraiment tout faire dans le business? Pas du tout. On n'y est pas en fait, c'est sûr. Jean-Marie, il y a un grand principe dans cette émission, c'est que les personnes qui regardent posent elles aussi des questions, et c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Très bien, merci. Le retour était très sympa. Amel? Alors Jean-Marie, va-t-on évoluer vers une IA qui prendra en compte ma pensée, mes orientations politiques, philosophiques, etc. Dans le sens où l'IA va prendre en compte les spécificités de chacun, oui. Ça, c'est sûr. Et en fait, avec la donnée, par exemple, la donnée des réseaux sociaux, la donnée de WhatsApp, ainsi de suite, si on lui donne accès, évidemment, il aura des réponses beaucoup plus spécifiques. Et ce qui a de la valeur, avoir des réponses spécifiques. Donc, je pense qu'on va de plus en plus vers ça. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la question d'après. Est-ce qu'on risque finalement de finir par penser de façon identique, de façon stéréotypée? Alors, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que vraiment, ça va dépendre de la manière de l'utiliser. Vous pouvez faire exactement le contraire, en fait, d'avoir des pensées très, très soit innovantes, soit des pensées vraiment très différentes de ce que vous avez eu avant. Donc, c'est possible de justement tirer parti de l'IA aussi. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait comparer l'évolution potentielle de l'IA à l'évolution qu'il y a eu avec le web? C'est-à-dire où, je me rappelle qu'au début du web, c'était vraiment les grosses entreprises en fait qui montaient des sites web. Puis bon, aujourd'hui, n'importe qui est capable de construire son propre site web en 3 clics. Est-ce qu'on va vers ce genre d'évolution avec l'IA, mais peut-être beaucoup plus rapidement? Oui, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec ça. Par exemple, sur le site web, c'était très difficile à en créer. Là, aujourd'hui, c'est très facile. Avec l'IA, ça va être encore plus facile de créer un site web. Enfin, là, pour le coup, peut-être en 3 lignes pour faire. Mais oui, c'est vraiment ça. Ça va se démocratiser à tous les usages. Et est-ce qu'il n'y a pas un nouveau métier qui est celui de prompteur, de créateur de prompt? Ça existe déjà. Il y a des outils qui permettent de créer des prompts de plus en plus efficaces. Il y en a plein, même des outils. Et c'est un vrai marché aujourd'hui de faire ça. Mais il y a une intuition aussi du prompt. Ok. Alors, autre question. Il y a des tensions sur les IA dans les milieux artistiques. Est-ce éthique par rapport à la propriété artistique? Alors ça, c'est un des grands sujets en termes de loi et de conformité, c'est la propriété intellectuelle, parce que l'IA, évidemment, génère des choses. Et il se trouve que cette génération, quelquefois, elle peut être artistique, en fait, et de très loin. Ça peut être très innovant, artistique. Et en fait, il y a la question de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est pas une question qui est aujourd'hui tranchée, mais vraiment loin de là même. Parce qu'on ne sait pas sourcer les choses encore. Pas très bien. Il y a des outils qui permettent de le faire, mais ça ne marche pas très bien. Donc, on a du mal à attribuer la paternité à certaines œuvres générées par l'IA. Mais à partir du moment où une IA fonctionne sur une base de données, sur un corpus, est-ce qu'au fond, ce n'est pas une remodélisation de la propriété intellectuelle? Alors oui, mais imaginez que il utilise 10 000 œuvres pour créer son œuvre. Comment on fait? C'est trop dilué en fait. C'est super compliqué. Ouais. C'est beaucoup trop dilué. Et donc c'est difficile de dire, voilà, ça vient de là exactement. Et ça se comprend assez bien qu'il va utiliser 10 000 œuvres parce qu'en fait, ce qui se passe techniquement derrière, c'est qu'on va prendre chaque œuvre en fait, qu'on a dans données, on va les projeter dans un espèce d'espace. Et c'est cet espace-là qu'on va utiliser pour générer des nouveaux articles. Donc du coup, en fait, ces espaces-là prennent en compte des informations très variées.
Et donc, on est complètement perdu pour essayer de retourner. Et donc, l'avis du spécialiste de l'éthique, c'est qu'à partir du moment où une IA crée une œuvre, oui. À qui appartient cette œuvre ? Je pense qu'il faut imaginer d'autres manières de rétribuer les personnes qui ont été plus ou moins impliquées dans la génération de cette œuvre-là. Donc, c'est le créateur de prompt, par exemple, qui va devenir le détenteur des droits ? Alors, il y a le créateur de prompt, il y a aussi peut-être le développeur aussi de cette IA. Il peut y avoir aussi les personnes qui ont participé à la création des données. En fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs différents. Et du coup, il y a des gens qui pensent, par exemple, en utilisant la blockchain, d'avoir des espèces de rétribution avec des tokens. Il faut réinventer le modèle de rétribution. Mais ça, c'est une question très ouverte. Hein. C'est presque un nouveau fonctionnement économique, ce que vous décrivez. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, c'est un nouveau fonctionnement économique avec de nouveaux contrats, du coup, aussi. De nouveaux marchés, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, peut-on se former pour parler aux IA type ChatGPT ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Si oui, comment ? Et moi, j'aurais envie d'aller plus loin dans cette question en disant, est-ce que ça vaut vraiment la peine, en fait, de se former ? Est-ce qu'au fond, l'IA va pas devenir tellement facile d'accès qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec tout ça et juste laisser les choses se faire ? Alors, c'est sûr que les IA vont changer, du coup, il faudra toujours se former. Mais moi, je pense quand même qu'il y a un minimum de formation à avoir pour ChatGPT. Un minimum. Typiquement, un truc très connu, c'est souvent, tout se fait pas en un coup avec ChatGPT. Il faut faire une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut se réajuster. Et la manière de se réajuster, c'est quelque chose de très important, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Faire des prompts aussi. Efficace, qui marche bien, être clair. Donc ça, c'est des choses qui peuvent... un peu comme quand on a appris, quand on était plus jeune, au collège, à utiliser un moteur de recherche, Google. Il y a une manière d'utiliser Google aussi. On n'écrit pas n'importe quoi, on écrit des mots-clés. De la même manière, je pense qu'il y a une formation à avoir sur ChatGPT. Okay. Une autre question, c'est la dernière, je pense. Peux-tu nous en dire plus sur la pause IA dont parle Elon Musk ? La lettre... en fait, il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu un moratoire ou faire une espèce de pause en fait de l'IA parce que on a des avancées technologiques qui vont peut-être trop vite. Alors, je pense que c'est un coup marketing incroyable parce que effectivement tout le monde en a beaucoup parlé, mais c'était pas quelque chose de crédible. Et je pense que les personnes qui l'ont écrite savaient bien que c'était pas très crédible. Mais par contre, il ne faut pas croire que l'innovation technologique est quelque chose qui est indépendant de toute régulation et que ça se fait tout seul. Il y a beaucoup de manières de réguler ça. Il y a des dispositifs pour le faire. Ça peut être des outils, ça peut être la loi, ça peut être des certificats, des labels. Il y a plein de choses pour faire. Mais bon, là, sur l'IA, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à créer pour la régulation de l'IA. Il y a des outils à faire. Mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus souhaitable aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter, en fait ? À partir du moment où, entre guillemets, de ce que j'en comprends, on donne un peu de pouvoir aux machines quand même de faire du machine learning, d'apprendre toute seule et tout, comment on fait pour arrêter ? C'est une question difficile. Par exemple, si je me mets à ma place d'entrepreneur où j'ai des comptes à rendre, j'ai des clients... C'est impossible. La finance, je ne peux pas m'arrêter d'innover, surtout quand je vois qu'il y a une innovation à côté, j'ai des concurrents, ainsi de suite. De mon côté, c'est difficile. Après, on l'a vu par exemple avec le Covid, quand il y a un truc qui nous tombe sur la tête, tout le monde s'arrête. En fait, il n'y a pas le choix. Donc il y a toujours des manières de s'arrêter, mais ça dépend de la structure qui fait qu'on s'arrête. Il y a une question là qui est presque une question d'ordre sociétal. Est-ce que l'IA va intervenir demain dans la justice ? Alors, l'IA et la justice, c'est un énorme sujet, c'est même une industrie en fait. Alors, on imagine tout de suite la justice prédictive, du genre aider les magistrats à prendre des décisions, mais en réalité, c'est pas ça le marché. Le marché, c'est des trucs très banals. Aider les avocats à écrire des contrats, aider les juristes à écrire des contrats. Donc, c'est vraiment très... On extrait de l'information, on génère des petits bouts d'information, et ça, c'est un vrai marché. Donc voilà, alors, il y a eu énormément de promesses dans la justice prédictive, mais ça souvent, c'est un énorme flop aussi. Mais aujourd'hui, il y a un marché pour les contrats et d'autres choses de ce type-là. Dans la discussion qu'on a eue la première fois qu'on a parlé, vous me parliez en fait d'une espèce de banque de bouts d'IA qu'on serait en mesure en fait d'interfacer nous-mêmes ou avec l'aide d'un développeur pour construire notre propre IA et pour faire notre vie à base d'IA.
Alors exactement, en fait c'était ça un peu la révolution, je dirais, de 2017-2018 avec ce qu'on appelle les Transformers. C'est disons la deuxième révolution après le deep learning, où en fait tous les IA sont devenus très modulaires et il est possible de prendre des bouts d'IA et de les adapter avec son contexte à soi. Et en fait aujourd'hui il y a des bibliothèques pour juste prendre des bouts d'IA et c'est devenu très facile, c'est open source. En une ligne de code, on est capable de le prendre, l'utiliser. Donc oui, aujourd'hui, on est arrivé à cette situation où c'est devenu très facile d'utiliser des IA. Et aujourd'hui, avec ChatGPT et ce genre d'outils, c'est encore plus facile, en fait, de reprendre des petits bouts et ainsi de suite. Donc oui, on arrive vers ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'IA, au départ ? De travailler dedans ? Ouais. Bon, après, de mon côté, moi, j'aime beaucoup les maths, évidemment. Et j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Et au fur et à mesure, les maths appliquées, ça menait assez bien vers l'IA, parce que l'IA utilise beaucoup des probabilités, utilise beaucoup des statistiques. Donc moi, c'est plus ça qui m'a fait aller là-bas. Après, moi, j'aime beaucoup aussi j'ai fait beaucoup d'études en philosophie, et le travail entre les deux, en fait, qui étaient les sciences sociales plus les maths, ce mix-là. Avec D'où la thèse IA et éthique. Voilà, c'est ça. Ouais. Évidemment. Est-ce que l'IA et la robotique, ça va de pair ? L'IA et la robotique... en robotique, on utilise beaucoup d'IA, tout simplement parce qu'il y a de la perception dans la robotique, les petites vidéos, les petits capteurs. Donc avec tout ça, on utilise cette information-là pour entraîner des choses et faire en sorte d'agir dans cet environnement-là. Donc oui, la robotique utilise beaucoup l'IA. Ouais. Ensuite, on a une question, c'est vous parlez de marché. Le prix ne va-t-il pas exploser pour les services ? Pour les services, alors les services de quoi ? Bon, les services en général, je suppose pense que les services en général. Est-ce qu'en fait, le fait d'être plus productif peut faire exploser J'aurais dit exactement le contraire. En fait, moi aussi. Donc, si on est plus productif, on peut imaginer que certains services vont coûter rien du tout, en fait. Ou alors qu'on va travailler beaucoup plus. Ou alors que des emplois vont ne plus exister, en fait. C'est plus ça. Alors ça, je pense que c'est la peur radicale de tout le monde. Est-ce qu'il y a vraiment, derrière ça, potentiellement, une destruction, c'est des chiffres qu'on voit assez régulièrement, des destructions de 1/3, 2/3 des emplois. Il y a vraiment ça derrière ? Alors, bizarrement, paradoxalement, l'emploi qui est le plus bouleversé, c'est l'emploi du développeur en informatique, parce que les IA sont très très fortes pour écrire du code. Et on se rend compte effectivement que le travail du développeur est en train de se métamorphoser et de devenir autre chose avec des outils qui leur permettent de générer du code très rapidement. Donc c'est sûr que ça va métamorphoser des professions, c'est à coup sûr. Après, j'imagine aussi qu'il y a certaines professions qu'on pourrait faire tellement plus vite qu'il y aura peut-être de nouvelles professions qui vont se créer et les appellations vont changer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la France dans tout ça ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors bon, vous êtes le contre-exemple parfait, mais c'est vrai que l'IA, c'est plutôt un précaré ou américain ou chinois. Et la France dans tout ça ? Alors souvent, on dit que l'Europe est en retard par rapport à la Chine et les US, ce qui est relativement vrai. Mais en avance sur la régulation. Mais en avance sur la régulation, exactement. Et donc, voilà, ça porte à moquerie quelquefois parce qu'on se dit, la régulation, c'est pas ce qui fait innover. Mais ça, c'est vrai. Par contre, la France est ultra en avance, en fait, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a des bons ingénieurs en France et des bons laboratoires. Et ce qui fait qu'en fait, beaucoup d'outils qu'utilisent les gens, que ça peut être les réseaux de neurones, plein de choses, ont été souvent inventés en France, en fait. C'est vrai. Et donc, il y a une espèce d'avance technologique en France. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui se disent, les laboratoires, il faut les faire en France. Et même, il y a de l'argent injecté en France. Le système des startups en France est plutôt assez... Enfin, le système est favorable aux startups plutôt. Et donc, non, je pense que la France, elle a ses armes dans ce domaine-là, complètement. Et il y a des stratégies avec le coordinateur national de l'IA qui fait, je pense, des belles choses en France pour mener les initiatives IA. Plutôt en recherche ? En recherche et aussi en entreprise avec les startups, avec des subventions publiques. Alors, vous voyez où dans 1 an, dans 2 ans avec Giscard ? Là, l'objectif, il est simple, c'est d'être leader mondial sur tout ce qui est question autour de la régulation, l'éthique de l'IA, mais aussi les tests de l'IA, l'inspection de l'IA, ce genre de choses. Une vision mondiale ?
Oui, bien sûr. À partir de... Oui, bien sûr, évidemment. Jean-Marie, merci beaucoup d'être passé nous voir. Sujet complexe, sujet passionnant, sujet effrayant parfois. Merci de nous avoir rassurés. Et puis, vous revenez quand vous voulez pour nous dire bonjour, ça nous fera plaisir. Merci à vous. On va suivre ça en tout cas avec beaucoup d'attention. Le 12-12 Game Changer.